Hier, un transporteur de munitions russe a traversé la mer Caspienne avec à son bord le plus grand chargement explosif de toute cette guerre. Le Mikhail Strekhalovsky, un navire spécialisé construit exclusivement pour le transport de matériel militaire, a accosté à Bandar Anzali, sur la côte nord de l'Iran, le 24 avril 2026. Ce qui a été déchargé de ce navire est sur le point de changer la trajectoire de la guerre terrestre. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que la Russie vient de livrer, combien de munitions l'Iran possède désormais et combien de temps cela alimentera ses artilleries. Voici ce qui s'est passé. Le Mikhail Strekhalovsky n'est pas un cargo ordinaire. Il est classifié comme transporteur de munitions, un navire spécifiquement conçu et certifié pour transporter des matières explosives en mer ouverte. La coque est renforcée, les cales sont compartimentées, des systèmes de contrôle de la température et de l'humidité fonctionnent dans tout l'intérieur afin de prévenir toute détonation accidentelle. Ce n'est pas un porte-conteneur avec du frais mixte. C'est un dépôt d'armes flottant battant pavillon russe et il vient de livrer plus de 500 tonnes de munitions directement entre les mains de l'Iran. Le navire est parti de Makhachkala, une ville portuaire de la République russe du Daghestan, sur la rive ouest de la mer Caspienne. Il a navigué vers le sud sur environ 500 km d'eau enclavée, traversant les zones territoriales de la Russie, du Kazakhstan et du Turkménistan, avant d'atteindre les eaux iraniennes. La Caspienne est totalement enclavée, aucun actif naval occidental ne peut l'atteindre, aucun navire de surveillance de l'OTAN ne peut l'intercepter. La route est hors de portée de toute marine hauturière sur terre et la Russie le sait. Bandar Anzali est le principal port caspien de l'Iran, situé à environ 240 km au nord-ouest de Téhéran. Les registres douaniers iraniens indiquent que le Mikhail Strekhalovsky a amarré au quai 7, le poste d'amarrage à usage militaire réservé exclusivement aux livraisons du corps des gardiens de la révolution islamique. Le déchargement a commencé dans les heures qui ont suivi. De lourdes grues ont transféré la cargaison palettisée sur des camions de transport militaire escortés par des forces terrestres du corps des gardiens directement vers des dépôts de munitions dans les provinces d'Alborz et de Téhéran. Parlons maintenant de ce qui se trouvait à bord, parce que les chiffres sont stupéfiants. Le manifeste de cargaison indique plus de 500 tonnes de munitions. La répartition est la suivante. Obus d'artillerie de 152 mm, plus de 40 000 obus, projectiles de roquettes de 122 mm, plus de 25 000 unités, obus de mortier de 82 et de 120 mm, environ 10 à 8 000 au total. Ogive RPG-7, approximativement 6 000, des munitions pour armes légères et des charges explosives supplémentaires portant le poids total au-delà du seuil de 500 tonnes. Mettons ces chiffres en contexte, un seul obus de 152 mm pèse 48 kg, 40 000 obus peuvent soutenir un feu d'artillerie de niveau bataillon pendant plus de 60 jours de combat actif. C'est pas un simple réapprovisionnement, c'est une réserve de munitions pour une guerre terrestre. Les roquettes de 122 mm sont des munitions standards pour le système BM-21 Grad qu'utilise extensivement l'Iran. Chaque lanceur tire 40 roquettes en moins de 20 secondes. 25 000 roquettes représentent plus de 625 salves complètes, prolongeant la capacité opérationnelle de plus de 2 mois au rythme actuel. La plupart des gens supposent que la guerre moderne est dominée par les missiles de précision. En réalité, l'artillerie représente la majorité des pertes dans les combats terrestres. Les forces iraniennes tirent entre 2000 et 3000 obus par jour. À ce rythme, la livraison d'hier prolonge la capacité de feu au sol d'un minimum de 65 jours. Le stock d'artillerie iranien avait été dégradé avant ce réapprovisionnement. Les opérations aériennes avaient détruit 35% des réserves de munitions d'avant-guerre au 20 avril. Les installations de stockage à Kermanshah, à Hamadan et à Isfahan ont été confirmées détruites. Les forces iraniennes avaient commencé à rationner le soutien de l'artillerie. Cette livraison russe inverse se décline en une seule expédition. Les commandants terrestres iraniens disposent désormais de réserves de munitions pour maintenir les opérations sur plusieurs fronts. Les positions défensives peuvent reprendre une suppression totale, les opérations défensives différées peuvent être exécutées. Considérons à présent pourquoi la route caspienne est d'une valeur unique. La Caspienne est enclavée, bordée par la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Iran et l'Azerbaïdjan.
Aucune force navale occidentale ne peut la patrouiller. Aucun navire de surveillance de l'OTAN ne peut la surveiller. Les États-Unis n'opèrent aucun navire dans la Caspienne, pas plus qu'Israël. Les seuls pays disposant d'une présence navale sont les 5 États côtiers, et 4 d'entre eux sont soit neutres, soit alignés sur la Russie. La Chine ne peut pas accéder à la mer Caspienne par voie maritime. Les navires chinois entrant dans le golfe Persique font face à une possible interception par les groupes de porte-avions américains. La route caspienne élimine les 2 vulnérabilités. La Russie peut charger des munitions à Makhachkala, les acheminer par voie d'eau intérieure et les livrer entre les mains de l'Iran sans aucun point de contrôle. La route est en pratique invisible, à moins que des satellites ne se trouvent en orbite au-dessus pendant le chargement ou le déchargement. Le Mikhail Strekalovski fait partie de la flotte auxiliaire russe exploitée par le ministère de la Défense. C'est un actif logistique militaire doté de cloisons résistantes au souffle et de systèmes d'extinction d'incendie conçus pour les engins explosifs. C'est pas une opération de contrebande, c'est un transfert militaire officiel d'État à État effectué en plein jour. Le calendrier est révélateur. Le 24 avril marque le 56e jour de l'opération Epic Fury, la campagne conjointe américano-israélienne contre l'Iran. Les forces terrestres iraniennes sont engagées dans des opérations défensives sur plusieurs fronts depuis près de 2 mois. Les unités d'artillerie tirent en continu. Les taux de consommation de munitions ont été insoutenables. Et maintenant, au moment précis où les forces terrestres iraniennes commençaient à rationner le soutien de feu, la Russie livre le plus grand réapprovisionnement en munitions de toute la guerre. C'est pas une coïncidence. C'est une coordination stratégique. Cette livraison démontre que la Russie conserve à la fois la capacité et la volonté de réapprovisionner l'Iran en matériaux militaires essentiels, malgré la pression internationale, malgré les sanctions occidentales, et malgré le risque d'escalade supplémentaire. La livraison s'est effectuée ouvertement, les médias d'État russes ne l'ont pas rapporté, mais les responsables de la défense russe n'ont fait aucun effort pour la dissimuler. Le message est clair, la Russie continuera à armer l'Iran et il n'existe aucun mécanisme d'interdiction disponible pour l'en empêcher. Les agences de renseignement occidentales étaient presque certainement au courant de l'expédition avant qu'elle n'arrive. Le départ du Mikhail Strekalovski de Makhachkala aurait été détecté. Son arrivée à Bandar Anzali aurait été confirmée. Et pourtant, aucune déclaration publique n'a été émise par le Pentagone, les forces de défense israéliennes, ni par aucun membre de l'OTAN. Le silence n'est pas de l'ignorance. Le silence, c'est l'absence d'une réponse viable. Il n'y a aucune option militaire pour intercepter un navire russe naviguant dans des eaux enclavées alignées sur la Russie. Le réapprovisionnement a eu lieu parce qu'il pouvait avoir lieu et il se reproduira. Les forces d'artillerie et de roquettes iraniennes sont désormais positionnées pour maintenir les opérations jusqu'à la fin du mois de juin au rythme de consommation actuel. Si les commandants iraniens choisissent d'intensifier le soutien de feu dans des secteurs spécifiques, ils disposent des réserves. S'ils choisissent de conserver les munitions et de prolonger les opérations jusqu'en juillet ou en août, cette option leur est également ouverte. Les munitions livrées hier ne garantissent pas la victoire, elles garantissent l'endurance. Dans un conflit prolongé où les 2 parties calculent les taux d'attrition et les délais d'épuisement des stocks, l'endurance est la variable qui détermine qui s'effondre en premier. Ce n'est pas le premier réapprovisionnement en munitions russes à traverser la mer Caspienne durant cette guerre. Les livraisons précédentes, à la mi-mars, totalisaient environ 150 tonnes au total. La cargaison du Mikhail Strekalovski à elle seule dépasse toutes les livraisons précédentes de munitions caspiennes de plus de 3 fois. La Russie ne se contente pas de réapprovisionner l'Iran. La Russie intensifie l'échelle du réapprovisionnement en proportion directe de la consommation croissante de munitions de l'Iran. La question est de savoir si ce réapprovisionnement représente le plafond du soutien russe ou le plancher. Si la Russie peut livrer 500 tonnes en un seul voyage, elle peut en livrer 1000 tonnes sur 2 voyages. Si le Mikhail Strekalovski peut effectuer ce trajet une fois, il peut le faire chaque mois. La route caspienne est répétable, la capacité de cargaison est évolutive, l'isolation géopolitique de l'interdiction occidentale est permanente. La Russie a ouvert un couloir d'approvisionnement que les États-Unis et Israël ne peuvent pas fermer sans provoquer une confrontation directe avec Moscou.
Et voici la contradiction qu'aucun porte-parole officiel ne veut aborder. Les États-Unis ont conduit plus de 3000 frappes aériennes contre des cibles iraniennes depuis le 28 février. Israël a effectué des centaines de sorties de combat. Des dépôts de munitions ont été détruits et pourtant, en date d'hier, les forces d'artillerie iraniennes ont reçu la plus grande livraison de munitions de tout le conflit, restaurant leur capacité de soutien de feu pour un minimum de 2 mois supplémentaires. Ce n'est pas un échec de mission. C'est une mission qui ne sert à rien. Détruire des munitions sur le terrain est inutile si l'adversaire peut les remplacer plus rapidement qu'on ne peut les frapper. La dimension économique ajoute une autre couche. Un seul obus coûte environ 400 $ à fabriquer en Russie. 40 000 obus représentent environ 6 millions de $. Un seul missile de croisière Tomahawk coûte 2 millions de $. La Russie peut réapprovisionner les forces d'artillerie iraniennes pour une fraction du coût que les États-Unis dépensent à détruire ces munitions. Le calcul ne favorise pas la guerre d'attrition quand un camp remplace des obus à 400 $ l'unité, tandis que l'autre les détruit à 2 millions de $ par frappe. Les commandants terrestres iraniens font désormais face à des options stratégiques différentes. Avant ce réapprovisionnement, ils conservaient leur feu et minimisaient les opérations offensives. Maintenant, ils peuvent mener des barrages préparatoires soutenus avant les assauts terrestres. Ils peuvent supprimer les positions ennemies avec des salves de roquettes. Ils peuvent maintenir un soutien de feu indirect continu dans les secteurs contestés. Hier, le Mikhail Strekhalovsky, un transporteur de munitions russe, a traversé la mer Caspienne et a accosté à Bandare Anzali avec plus de 500 tonnes de matériel militaire, 40 000 obus d'artillerie, 25 000 roquettes, 10 à 8 000 obus de mortier, 6 000 ogives RPG, la plus grande livraison de munitions de tout le conflit. Les forces terrestres iraniennes, qui rationnaient les tirs d'artillerie en raison de stocks épuisés, disposent désormais des réserves pour maintenir les opérations pendant un minimum de 65 jours, au rythme de consommation actuel, pouvant s'étendre jusqu'à la fin juin, voire au-delà. La livraison s'est effectuée via la mer Caspienne, un plan d'eau enclavé hors de portée de l'interdiction navale occidentale, démontrant que la Russie conserve à la fois la capacité et la volonté de réapprovisionner ouvertement l'Iran, malgré la pression internationale. Aucun membre de l'OTAN n'a émis de réponse publique, le réapprovisionnement n'a pas été intercepté, ce ne sera pas le dernier, et la guerre terrestre vient de se prolonger de 2 mois. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt